En vous réveillant cette semaine du 5 août au 9 août 2024, vous avez sans doute vu votre portefeuille crypto baisser un tout petit peu. Vous avez vu Bitcoin tomber, bien corriger, bien baisser. Vous avez vu les indices boursiers perdre 10%, 9%, 8%. Vous avez vu des fluctuations sur les devises de manière incroyable, hein, des paires JPY qui font du 200 pips, 100 pips, etc., du 500 pips en une semaine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on parle d'une potentielle récession? Pourquoi on a parlé d'une potentielle récession durant toute cette semaine? Durant cette vidéo, je vais vous expliquer tout cela. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que Heidi Zervit et ses représentants ne sont pas agréés dans le domaine de la planification financière ou du conseil financier ou du conseil en matière de négociation de matières premières. Il ne s'agit ni d'une sollicitation d'achat de vente de devises étrangères. Les revenus que vous allez voir ici de tous les représentants de Heidi Zervit, de moi, de mes élèves, dépendent entièrement de la production de travail. Donc ça inclut le travail que je fais, les compétences que j'ai, mon engagement et les capacités et les conditions du marché. Les résultats que vous allez voir ici, les performances que vous allez voir ici ne sont pas nécessairement euh, indicatives des résultats futurs. Ok. Rappelez-vous, comme je le dis souvent, vous êtes dans l'école du succès et de la réussite. C'est une école. Donc, vous êtes là pour apprendre. Donc, vous êtes avis aux étudiants. L'idée, lorsque vous regardez cette vidéo, vous devez vraiment vous mettre dans la peau d'un apprenant. Vous devez vous mettre dans la peau d'un élève, d'un étudiant qui veut acquérir les connaissances. Vous avez tous passé 10, 20, 30, 20, non, 10 ans, 15 ans pour certains sur le banc de l'école à apprendre à apprendre un métier tout simplement qui vous rapporte aujourd'hui un salaire de 2000 euros, 3000 euros, etc. Mais lorsque vous venez dans le trading, vous ne voulez pas apprendre et vous voulez directement 50 000 euros, 100 000 euros. Lorsque vous venez dans l'investissement, vous ne voulez pas passer les 10, 5 années à apprendre pour plus tard gagner les 5 000 euros, etc. Donc, l'idée, en fait, vous devez un peu shifter votre mentalité, OK? Et de vous mettre dans la place d'un étudiant. Donc, asseyez-vous confortablement. On est là pour discuter de qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, mais surtout, ce n'est pas des conseils d'investissement. Vous êtes là pour apprendre. Très important. Donc, on a vu durant cette semaine des pertes totales de capitalisation boursière depuis le 16 juillet s'élèvent à 5 000 milliards de dollars sur les marchés boursiers. Donc, indices, Nasdaq, SP500, les Tesla, Nvidia, etc., se sont fait arracher un tout petit peu. La capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies a chuté à 600 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours qu'on vient d'avoir ici. Vous avez vu vos altcoins aujourd'hui, ben, certains sont un peu en bear market, hein. Il n'y a pas trop de bull run pour le moment sur les altcoins. Vous avez des altcoins qui ont mangé les 20%, moins 20%, moins 10%, moins 15% durant toute cette semaine. Et depuis ces 7 derniers jours, ben, si vous allez sur certains altcoins, ils ne bougent pas. Il n'y a pas de bull market pour le moment sur ces altcoins-là. Est-ce que ça viendra? On verra par la suite. Donc, comme je disais, vous avez vu des baisses ici, par exemple, sur l'SP500, une baisse de moins 10%. Vous pouvez aller sur TradingView pour voir, hein, tout simplement. Vous avez vu le Nasdaq aussi qui a une baisse de entre 10 et 15%. Et Bitcoin, la reine mère, qui a chuté aussi. Donc, ah oui, vous avez aussi USDJPY qui a perdu plus de 500 pips. Pourquoi le marché a-t-il baissé à ce point? Le marché a baissé premièrement. Donc, la première raison est la crainte d'une récession. Le rapport qu'on a eu de NFP durant la semaine dernière était très décevant et on commence à craindre que le marché de l'emploi aux États-Unis s'affaiblit et va continuer à s'affaiblir. Donc, on se dit que la Réserve fédérale va intervenir à un moment donné. Donc, la première raison, c'est la crainte d'une récession. Ok, c'est cool, mais c'est quoi une récession? Vous allez voir plein de vidéos sur YouTube avec, pareil, hein, des miniatures intéressantes qui vont vous attirer l'œil, que vous allez aller voir. On va vous expliquer la loi de Sam, la récession, en fait, le carry trading, etc. On va vous expliquer beaucoup de choses. Mais entre nous deux, entre nous, hein, entre toi et moi qui regarde cette vidéo, t'en as pas marre à chaque fois d'attendre une vidéo de quelqu'un, d'un YouTuber, d'un économiste, t'en as pas marre d'attendre que tout le temps on te donne la chose, t'en as pas marre qu'on te donne à chaque fois les raisons pour lesquelles le marché a baissé. En fait, on va te donner ces raisons-là 2, 3 jours plus tard, mais c'est déjà passé. L'idéal, c'est d'anticiper ces mouvements. Donc, tu n'en as pas marre de vivre dans l'attente qu'on t'explique pourquoi le marché a réagi comme ça. Est-ce que tu ne veux pas basculer dans le côté où
Tu anticipes ces mouvements-là. Et dans cette vidéo, euh, dans ce cours, dans cette formation, l'idée pour moi, c'est pas de te dire pourquoi ça a baissé. L'idée pour moi, c'est de t'expliquer le cheminement de pensée que tu peux avoir pour que la prochaine fois que ça va arriver ou la prochaine fois que c'est susceptible d'arriver, tu seras dans les trades, tu seras dans les mouvements du marché et tu vas pas attendre, tu vas pas réagir à ça et prendre des décisions sous le coup du stress, etc. Non, 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 non. On veut un trading calme. On veut qu'on puisse investir de manière calme, sans paniquer, sans être dans le FOMO, sans être dans la panique. Donc, pour éviter la panique, il faut se préparer en amont. Et la meilleure manière de se préparer en amont concernant les événements qu'il peut y avoir sur le marché, c'est de connaître c'est quoi ces événements. OK? Donc, premièrement, c'est quoi une récession? On parle tout le monde, ouais, une récession, la loi de ça, mais c'est quoi une récession? Une récession est une période prolongée de déclin économique, souvent caractérisée par une baisse du PIB. On doit avoir une baisse du PIB. Va vérifier sur Investing si c'est le cas ou pas. Une augmentation du chômage. Tu peux aller vérifier sur Investing si c'est le cas ou pas. Et une réduction des dépenses de consommateurs. Donc, si on parle de récession, on doit avoir une baisse du PIB, on doit avoir une augmentation du chômage et une réduction des dépenses de consommateurs. OK, cool. Donc, lorsque les chiffres de l'emploi sont décevants, cela peut être interprété comme un signe précurseur d'une récession, car cela suggère que les entreprises embauchent moins, potentiellement en réponse à une baisse de la demande ou à une incertitude économique plus tard. Donc, pour savoir qu'on a une récession, baisse de PIB, augmentation du chômage. OK, cool. Je vous ai dit que vendredi dernier, on a eu NFP, donc le rapport de la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Et ce rapport-là a été décevant. Donc, en fait, la baisse qu'on a eue durant lundi, mardi, etc., enfin lundi 5 août jusqu'à peu près à mercredi durant cette semaine, tu aurais pu déjà l'anticiper depuis vendredi. Parce que si tu savais c'est quoi une récession, si tu sais c'est quoi une récession, augmentation du chômage, augmentation de nombre de chômage, pas beaucoup de création d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis, le marché du travail qui s'affaiblit, on a plus de chômeurs qui sont inscrits à leur Pôle emploi, on va dire. Alors pour l'emploi, on va dire qu'il y a plus de chômeurs qui sont créés. Ah, tu dis, attention, là on commence à craindre, là ça commence à ressembler à une récession, augmentation. Et boum, tu peux déjà l'anticiper en fait avant que ça arrive. Donc le problème, c'est pas que tu le problème, c'est pas la Fed. Le problème, c'est pas le problème, c'est que tu n'as pas de connaissances. C'est ça le problème. Et Heidi Zervit est là pour ça, justement. Et cette vidéo-là, elle est là pour ça, pour t'expliquer que la première des choses que tu dois avoir, c'est la connaissance. Donc, depuis vendredi dernier, tu aurais déjà pu anticiper ça. Lorsque le marché du travail s'affaiblit, c'est là qu'on a commencé à craindre une récession. Donc, comment savoir si le chômage augmente ou baisse? Comment savoir si le chômage, il en est où le marché du travail? Donc, une augmentation du chômage, pour indiquer une augmentation du chômage aux États-Unis, on se réfère principalement aux indicateurs économiques qui sont les taux de chômage que tu peux retrouver sur Investing, le nombre de demandeurs initiaux au chômage, ça sort tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, tu peux suivre le marché du travail aux États-Unis. Tous les jeudis, tu peux regarder la data, même si tu investis. Tu es obligé de regarder ça. Parce que regarde, si tu ne regardes pas ça et que tu te dis, oh, je m'en fiche et tout, moi j'investis sur Nvidia, c'est le futur. Oh, je m'en fiche, Bitcoin, c'est le futur, c'est basé sur la technologie blockchain, c'est le futur. Bon, d'accord, mon ami, mais tu vois que là, il y a quand même des baisses. Tu vois que là, quand même, ces baisses-là qu'on a sur Bitcoin, tu aurais pu les anticiper en suivant les marchés du travail, pas en regardant les whales. Ouais, mais les whales, ils ont acheté et tout, machin. Ouais, on s'en fiche. Bitcoin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais euh, crois-moi, fais-moi confiance. Intéresse-toi vraiment à ces données économiques qui sont très importantes. Donc, taux de chômage qui sort tous les premiers vendredis du mois. Euh, Nombre de demandeurs initiaux d'allocation chômage qui sort tous les jeudis, ADP qui sort tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois, un truc comme ça, quelque chose comme ça. NFP qui sort tous les premiers vendredis du mois et le rapport JOLTS. Donc ces indicateurs économiques-là peuvent, ils vont t'indiquer est-ce qu'on va dans une récession ou pas. Est-ce qu'on a des signes précurseurs d'une récession ou pas? C'est un peu comme une personne qui regarde sa santé au quotidien. Si tu vois que tu as mal à la tête, tu vomis, etc. Ou attention, est-ce que ce n'est pas un signe précurseur d'une maladie? La maladie qui est la récession. Donc là, tu as les symptômes. Les symptômes, tu peux les voir par le biais de ces indicateurs économiques-là. Donc le rapport sur l'emploi, c'est un indicateur clé qui mesure l'évolution de l'emploi dans l'économie, généralement publié
mentionnement par le Bureau de laboratoire de statistiques aux États-Unis. Il inclut des données de nombre d'emplois créés ou perdus et le taux de chômage. Donc, comme je te disais ça, tu peux aller voir sur Investing. Maintenant, la deuxième chose que tu vas rencontrer comme problème, c'est savoir lire justement ces chiffres économiques. Bon, moi, je te l'enseigne dans les déserts 8 et même je te partage dans mon Weekly Outlook mes interprétations de ces données économiques. Mais comme tu le vois ici, donc le 2 août, on a eu des créations d'emplois non agricoles qui étaient dans le rouge. Le marché, donc prêve que tu vois ici, ça veut dire prévision. Donc le marché s'attendait à ce que, preuve que tu vois ici, c'est les prévisions, le marché s'attendait à ce qu'on ait 160 176 000, 176 000 emplois créés. Et emplois créés, et ben non, on n'a eu que 114 000 emplois créés. Donc on a eu moins d'emplois qui a été créés. Moins d'emplois créés, ben, peut-être plus de chômage, qu'il y a eu plus de chômeurs. Précédemment, on avait 179 000 emplois créés. Et on voit qu'en fait, le marché du travail, comme vous le voyez sur ce graphique ici, les créations d'emplois, on crée de moins en moins d'emplois aux États-Unis. Donc, si on crée de moins en moins d'emplois aux États-Unis, potentiellement, les entreprises ne vont pas bien. Moi, Armand, ben, quand je suis à mon prime et quand il y a beaucoup de personnes dans mon mentorat, super, je vais avoir 5, 6, 7 éducateurs en plus. Mais si j'ai 50 personnes, etc., dans mon mentorat, 100 personnes dans mon mentorat, j'ai pas besoin d'avoir 5, 6 éducateurs en plus. Si demain, mon mentorat, j'ai 2000, 3000 personnes, ah oui, là, me faudra une cinquantaine, une centaine d'éducateurs en plus. Le fait qu'on ait moins de création d'emplois, donc vous avez compris, ça montre que potentiellement les entreprises embauchent moins, donc ça va peut-être pas bien pour les entreprises. D'où le fait qu'on parle de crainte de récession. Donc, dès lors que cette donnée économique était sortie vendredi 2 août, boum, le marché avait réagi. C'est là que tu aurais pu déjà là savoir que Bitcoin va encore continuer à tomber. Déjà là, tu aurais pu bien savoir que le NAS allait tomber. On continue. Donc, c'est là qu'on a vu le NAS tomber, comme je disais. La crainte de récession, donc, la phrase ici que j'ai mis, c'était la crainte de la récession. La première des choses, c'est on craint qu'il y ait une récession. Le rapport décevant sur l'emploi de mois de juillet a déclenché une crainte immédiate de récession sur les marchés, forçant la Réserve fédérale à envisager une intervention. Mais attendez, on va se poser 2 minutes et réfléchir. Le marché craint une récession. OK, la manière de voir la récession, la manière de voir si on a une récession ou pas, de acter si on a une récession ou pas, c'est voir le PIB, donc deux PIB dans le négatif, et de voir le marché du travail. Super, là, on a vu le marché du travail, on s'est dit, ah, le marché du travail tangue un peu, donc on peut potentiellement avoir une récession. Mais regardez la fin de ma phrase et ce que j'ai souligné en vert, forçant la Réserve fédérale à envisager une intervention drastique. Ah, en fait, donc quand j'ai des maux de tête et que je me dis que je suis un peu malade, quelqu'un va voir ma santé et cette personne-là va prendre une décision sur ma santé. Vous avez des maux de tête, vous êtes en train de vomir, enfin, vous vous sentez très très mal, vous avez de la fièvre et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chez un médecin, on est d'accord. Et qu'est-ce que le médecin va faire? Il va venir, il va intervenir, il va vous prescrire quelque chose. Donc, le marché, donc on voit qu'on a une récession, enfin, le marché se dit qu'on va avoir une récession, et donc le marché fait quoi? Il anticipe que le médecin va agir d'une manière. On se pose la question maintenant, donc, bon, moi je sais c'est quoi la Fed, hein. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu sais c'est quoi la Fed, tu sais c'est qui la Fed, pardon. Mais celui qui ne sait pas, c'est qui la Réserve fédérale? Et en fait, je fais juste une petite parenthèse. Quand vous êtes dans les marchés financiers et que ce n'est pas votre job de base, lorsque vous venez faire du trading et ce n'est pas votre job de base, lorsque vous venez investir dans ce milieu et ce n'est pas votre job de base, investir dans les cryptos, investir dans les actions, investir dans les obligations, investir dans les matières premières, mais ce n'est pas votre travail de base, vous devez vous poser à chaque fois ces questions-là. C'est qui? Pourquoi? Comment? Mais pourquoi ça? Mais quand est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? À chaque fois, vous devez vous interroger comme ceci. Vous devez pas, n'attendez pas que quelqu'un vous donne une réponse que ah le marché a eu ça parce que non, d'accord, mais pourquoi le marché anticipait une récession? Mais c'est quoi une récession réellement? Ah d'accord, l'emploi. Mais pourquoi l'emploi? C'est qui la Fed? La Réserve fédérale, souvent appelée la Fed, est la Banque centrale des États-Unis. Déjà là, par exemple, c'est quoi une banque centrale? Tu vois? Vous devez avoir tout le temps cet esprit-là. C'est quoi une banque centrale? Mais bon.
Je vous invite à aller chercher. Donc, elle joue un rôle crucial dans l'économie américaine en régulant la politique monétaire du pays. C'est quoi la politique monétaire? La Réserve fédérale a deux objectifs, souvent appelés le double mandat. Son premier objectif, c'est de contrôler l'inflation. La Fed s'efforce de maintenir un taux d'inflation modéré et stable. L'objectif est de prévenir une inflation excessive qui érode le pouvoir d'achat. Donc, l'inflation aujourd'hui, vous savez, c'est quoi, hein? L'inflation ciblée à 2% à long terme. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi l'inflation, la hausse des produits et des services, perte du pouvoir d'achat, etc. Donc, le premier mandat de la Fed, c'est stabiliser l'inflation, de contrôler l'inflation. Le deuxième mandat de la Fed, c'est le plein emploi. La Fed vise un maximum d'emplois dans l'économie, c'est-à-dire à réduire le taux de chômage. Maintenant, quand le taux de chômage est élevé, est-ce que c'est bon pour la Fed ou pas? Ben non, c'est pas bon pour la Fed parce que son objectif, c'est qu'on puisse avoir le plein emploi aux États-Unis. Donc, lorsqu'on a les chômages qui augmentent, c'est pas bon. On n'a pas trop de création d'emplois, c'est pas bon pour la Fed. Lorsqu'on a beaucoup de personnes qui sont inscrites au chômage, c'est pas bon pour la Fed. Il veut qu'on puisse avoir le plein emploi, que par exemple, 8 personnes sur 10 travaillent. Mais si au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'aux États-Unis, on est à 8, on passe à 7, on passe à 6, on passe à 5, on passe à 4 personnes sur 10 qui travaillent, c'est pas bon du tout pour la Fed. Donc la Fed va intervenir par la suite. C'est des choses bon, que j'aurais pu vous expliquer là, mais je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo, que j'ai passé par exemple dans cette vidéo 1h31 à vous expliquer durant cette vidéo. C'est des choses que je vous expliquais durant 39 minutes dans cette vidéo-là. C'est des choses l'impact de la Fed sur les marchés financiers, c'est des choses que je vous ai expliquées dans cette vidéo ici aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Vous avez du contenu pour acquérir des bases. OK? Des bases, hein, c'est des bases. Là, c'est des bases. Tu veux investir dans les cryptos, tu dois avoir ces bases-là. Tu veux investir en bourse, tu dois avoir ces bases-là. Tu veux trader le Forex, tu dois avoir ces bases-là. Oui, mais moi, je suis un spécialiste de XOUSD. Tu as vu, je fais de l'analyse technique dessus. Je suis trop fort. Regarde, j'ai des RR de 10, des RR de 2. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as une compréhension économique? Ah, mais non, mais l'économie. Oh, c'est pour ça que tu n'es pas rentable, mon ami. Il faut vraiment que tu cours vite et voir ces vidéos-là. Prendre ton temps, de quoi prendre des notes, stylo feuille, tu prends des notes en écoutant cette vidéo-là. Et si tu as des questions, tu me poses dans les commentaires, bien sûr. Et c'est- ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 jours, je vous ai sorti cette vidéo-là. Bravo à ceux qui l'ont regardée. Mais je vous ai sorti cette vidéo-là qui correspond vraiment à ce qu'on a aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, je vous parlais que c'est quoi les éléments indispensables que tu dois comprendre avant d'investir, avant de trader, etc. Et là, ben, on a eu exactement ce de quoi je vous parlais. Tu dois comprendre c'est quoi une banque centrale. Tu dois comprendre c'est quoi les objectifs, par exemple, de la Fed. Tu dois comprendre c'est quoi les politiques monétaires. Dans cette vidéo, je vous parle de tout ça. Avant même de prendre un trade, avant même d'investir dans un actif, je dois d'abord répondre à plusieurs critères. Et je t'invite réellement, mais vraiment vivement, à voir aussi cette vidéo ici qui va te donner des axes de réflexion pour améliorer ton trading, pour améliorer ta manière d'investir sur les marchés financiers. Et bien évidemment, si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à rejoindre le mentorat d'Aïdé Hervé. Et donc, cette baisse qu'on a eue sur SP500, personnellement, comme je le dis toujours, hein, le mieux, c'est pas d'attendre que quelque chose arrive et d'agir de manière de FOMO un peu, hein, boum, se mettre à vendre. Ah, ok, bah, il y a eu ça, bah, super, on a peur de la récession. Bah, d'accord, s'il y a une récession, hop, moi je vends aussi. Non, 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 c'est d'anticiper les choses. Donc, depuis le 9 juillet, sur mon groupe Discord, je vous parlais d'une potentielle baisse sur les indices. Et que pour moi, ben, il y a des probabilités même que ce n'est pas fini. Donc, le 24, je vous ai rappelé mon scénario baissier et qui a commencé un peu à se déclencher ici. Le 2 août, j'ai continué à vous parler de ces scénarios baissiers. Donc, c'est des choses qui étaient déjà anticipées. Pourquoi? Ben, en fait, si tu as la compréhension de c'est quoi une banque centrale, si tu as la compréhension des outils que une banque centrale utilise, si tu as la compréhension des objectifs d'une banque centrale. Par exemple, la Fed, son objectif, c'est quoi? C'est le plein emploi. Mais tu regardes depuis le mois, mais tu regardes ça depuis le mois de juin, depuis le mois de mai. Tu te rends compte que le marché du travail aux États-Unis, bah, en fait, il fait que tomber, hein. Enfin, ça ne s'améliore pas. À chaque fois qu'on a des données économiques, le marché du travail aux États-Unis, hop, si on revient en arrière, à chaque fois qu'on a des données économiques ici, regardez bien, regardez ici, hop, à chaque fois qu'on a des données économiques, mince,
du marché américain, bah, ça fait quoi? Ça baisse. Les créations d'emplois, ça baisse. On est en tendance baissière ici dans les créations d'emplois. Depuis le début de cette année, donc janvier ici, clac. À chaque fois, bien sûr, on a des mouvements à la hausse, mais ça fait que baisser. Ça fait que baisser. Donc, à un moment donné, ça va poser problème, hein. On passe de 7 personnes sur 10 qui ont un emploi à 6, à 5. Bon, après, on remonte à 7, mais après, on redescend à 5. Enfin, on remonte à 7, après, on redescend à 5, on redescend à 4, etc. C'est là que tu aurais pu anticiper ceci. Depuis ce temps, tu aurais pu anticiper ceci, que ouh, là, à un moment donné, il y aura un problème sur le marché de l'emploi. À un moment donné, on va commencer à se poser la question, est-ce que le marché de l'emploi euh, n'est pas en train de se dégrader là? D'où le fait que tu aurais pu anticiper ce mouvement baissier, par exemple, sur SP500. Tu aurais pu anticiper aussi ce mouvement baissier sur Bitcoin, ici. Ou sur Bitcoin, bah, depuis le 26 août, je parle d'une baisse. Si tu regardes bien, ici, il y a un ordre. Alors, j'ai mal fait mon truc, mais si tu regardes ici, il y a un ordre ici. Order block ici, clac. Où je parle, franchement, je ne sais pas. Pour moi, il faut laver encore des gens. Donc, la hausse, je comprends qu'il y a la hausse, mais on doit encore faire tomber les gens ici. Le 2 août, je te rappelle que je garde ça en tête pour le moment. Tout ça, j'ai partagé ça sur mon Discord. Donc, la hausse, on était quelque part vers ici le 26 août. Donc, je comprenais pourquoi les gens pouvaient acheter, hein. Les gens, ils ont acheté, clac, 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 clac. Mais ensuite, je parlais d'une baisse. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on est arrivé, clac, et le marché s'est effondré. Et je parlais d'un potentiel achat, en tout cas, une fois qu'on arrive sur cette fair value ici, et que là, bah, on a pu acheter, par exemple, pour le moment, ce petit mouvement-là, à voir si on va avoir, clac, 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 pardon, à voir si on va avoir, du coup, je disais, une belle hausse ici, ou, clac, 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 une baisse, mais on en parlera dans le Discord et j'en parlerai dans le Discord à chaque fois. Donc, ah ouais, là, ça se voit beaucoup mieux ici. Clac. Vous voyez mieux ici qu'il y avait ce niveau qui m'intéressait. Mais ensuite, j'ai vraiment mis un ordre ici, tu vois. Là, c'est mon stop loss. Et tout ça, c'est ce que je cherchais en TP. Enfin, voilà. Encore une fois, pour pouvoir avoir ce type de position, je vous ai partagé les éléments clés que vous devez avoir dans votre plan de trading pour pouvoir anticiper ce type de trade. Par exemple, le point 1 qui est la macroéconomie. Les amis, Bitcoin, c'est un actif risqué. Bitcoin, c'est basé sur une technologie qui est la blockchain. Donc, j'ai dit technologie, blockchain, technologie. Donc, Bitcoin est une valeur, pour moi, hein, aujourd'hui, Bitcoin, pour moi, aujourd'hui que je vous parle, le 9 août, Bitcoin est une valeur technologique pour moi. Donc, qui dit que c'est une valeur technologique dit que ça va agir de la même manière que Tesla, ça va agir de la même manière que Nvidia, ça va agir de la même manière que Microsoft. Donc, euh, lorsqu'on parle de potentielle récession, qu'est-ce que les investisseurs y font? Ils vont se débarrasser d'abord des valeurs risquées. D'où le fait que Bitcoin va descendre quand le Nasdaq descend aussi. Et juste cet exemple-là, c'est ce que vous retrouvez dans cette vidéo-là. C'est c'est cette manière-là que moi j'ai de travailler. Que d'abord, tu dois comprendre ton environnement, tu dois comprendre ton actif et c'est quoi ton actif. SP500, c'est quoi? Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir cette vidéo. La deuxième des choses qui a fait que dans la première des choses, c'était la crainte d'une récession. On a vu par le biais des data économiques qu'on aurait pu anticiper justement que le marché ait peur de cette récession. La deuxième des choses, vous avez lu partout, hein, vous l'avez vu, j'espère, le carry trade au Japon. Donc, c'est quoi le carry trade? C'est une stratégie d'investissement où les investisseurs empruntent de l'argent dans une devise avec des taux d'intérêt bas, entre parenthèses, voire dans le négatif pour le Japon et investissent ces fonds dans une devise ou un actif offrant des rendements plus élevés. Cette stratégie repose sur l'écart entre quoi? Les taux d'intérêt des deux pays. Un exemple, le yen japonais contre le dollar australien. Imaginons que le taux d'intérêt au Japon sont très bas, zéro, voire même dans le négatif, tandis que le taux d'intérêt en Australie sont à 5%. Regardez bien, j'ai mis taux d'intérêt en couleur. Allez, faites de recherche, c'est quoi les taux d'intérêt? Regardez les vidéos que j'ai faites sur des outils des banques centrales où je vous explique c'est quoi les taux d'intérêt. Donc, un investisseur peut emprunter du yen japonais vu qu'ils ont des taux d'intérêt très bas, convertir ces yens japonais en dollars australiens
Et avec les dollars australiens qu'il a, il va investir et acheter des obligations, par exemple, en Australie. Il va acheter des actions en Australie, etc. Enfin, il va acheter des obligations en Australie qui lui rapportent 5% par an. Et donc, l'investisseur paye 0,5% d'intérêt le prêt qu'il a fait au Japon, mais gagne 5% sur son investissement qu'il a fait en Australie. Donc, au final, il réalise un profit de 4,5%. C'est tout simplement ça le carry trade, pour vulgariser un peu la chose. Et le Japon, en fait, ce qu'il faut savoir, donc c'est quoi le risque du carry trade? C'est si la devise empruntée, donc le yen japonais se renforce par rapport à la devise qui est le dollar australien, ça c'est le premier risque. Les gains peuvent être réduits ou même transformés en pertes. Changement de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt dans le pays où où l'investissement est fait donc, si le taux d'intérêt dans le pays où l'investissement est fait baisse, le rendement pourrait diminuer, réduisant ainsi l'écart de profit et des événements économiques imprévus, comme une crise, comme une récession, etc. C'est ça les risques du carry trading. Mais les gars, revenons maintenant au Japon. Le problème auquel les carry traders sont confrontés, c'est que le Japon, depuis 10 ans, avait des taux d'intérêt dans le négatif. Donc, ils pouvaient bien faire ce petit tour de passe-passe qui est que j'emprunte au Japon à des taux d'intérêt négatifs, donc moins 0,10%. Je le transforme en dollars, par exemple, et je prends cet argent. Bah, super, je vais investir dans les obligations américaines qui rapportent 4%, 5%, etc. Et la vie, elle est belle. Ensuite, dès que je prends des profits, je repars, je rends euh, l'argent que j'ai emprunté au Japon. La vie, elle était belle. Mais depuis 2024, la Banque du Japon a commencé à parler de hausse de taux d'intérêt. Et même, encore plus loin, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt 2 fois. 2 fois cette année, ils ont relevé leur taux d'intérêt. Et donc, avant, tu avais de l'argent, entre guillemets, gratuit parce que tu as des taux d'intérêt dans le négatif. Mais aujourd'hui, tu dois rendre maintenant, tu dois vite rembourser les prêts que tu fais avec des taux d'intérêt qui est passé de moins 0,10 à 0,25%. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu cette panique sur les marchés. Donc, avant même que ceci arrive, donc rappelle-toi, j'ai dit quoi? Depuis 2020, depuis début d'année 2024, le Japon veut augmenter ses taux d'intérêt. En ayant conscience de ça, qu'est-ce que je fais sur USDJPY? Je l'ai vendu le 10 juillet 2024. Comme vous le voyez ici, je l'ai partagé sur mon Discord. Je l'ai partagé sur mon Discord. Super, j'ai pu faire un take profit. Et j'ai continué à vendre le yen japonais depuis cette période-là. J'ai vendu, 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 vendu. Aujourd'hui, la Banque du Japon a intervenu pour arrêter la baisse qu'on avait sur le Nikkei, sur le Topix, arrêter la baisse qu'on avait sur l'USD-JPY qui baissait. La Banque du Japon a intervenu, a dit, bon les gars, on va plus augmenter le taux d'intérêt. Pour le moment, on reste comme ça. En ayant conscience de ça, j'ai acheté USD-JPY par exemple sur le Discord. Si vous allez sur le Telegram, vous allez le retrouver. La conclusion est quoi? La conclusion pour moi est que s'il vous plaît, arrêtons d'attendre euh, qu'on nous parle de récession, qu'on nous parle de bull market, qu'on nous parle de alt season pour commencer à essayer de comprendre ces mécanismes-là. La conclusion pour moi est que vous devez comprendre les mécanismes des marchés financiers, la macroéconomie d'abord, avant d'être capable d'investir, avant d'être capable de trader. Aujourd'hui, pourquoi vous faites du trading? Vous faites du trading ou de l'investissement pour gagner de l'argent. Mais qui crée de l'argent? Qui crée cet argent? Celui qui crée cet argent, c'est la Banque centrale. Qui est le plus gros? C'est quoi le plus gros marché au monde? Le plus gros marché au monde, c'est le marché monétaire. Mais c'est quoi le plus gros marché financier au monde? C'est le marché monétaire. C'est qui l'acteur principal du marché monétaire? C'est la Banque centrale. Qui met de la liquidité, de l'argent magique, etc.? C'est la Banque centrale. Qui crée les fluctuations sur les prix? Enfin, lorsque je dis qui crée les fluctuations sur les prix, ça veut dire que à cause de qui, on a des effets secondaires lorsqu'on boit des médicaments? Qui nous prescrit un médicament? C'est le médecin. Le médecin nous prescrit le médicament et lorsqu'on boit ce médicament-là, boum, on aura des effets secondaires. Enfin, ça va nous guérir peut-être et après on aura des effets secondaires peut-être aussi. Mais c'est qui le médecin du marché? C'est la Banque centrale. Parce que vous pouvez tourner la chose de mille manières.
On peut avoir 1000 problèmes sur le marché. Inflation, stagflation. Vous allez entendre peut-être ce mot-là venir bientôt. Stagflation, déflation. Vous allez entendre déflation venir très vite, hein. Ouais, la déflation, ouais, on baisse. Bitcoin baisse parce qu'on est en déflation. Gna, gna, gna. Vous allez entendre tout ça. Mais la déflation est due à quoi? Aux décisions de politique monétaire de la Banque centrale. La conclusion est que on revient toujours à la même chose, qui est la Banque centrale, la Banque centrale, la Banque centrale. C'est que les différentes banques centrales, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la BOJ, la Banque du Japon, etc. La Banque de Chine aussi, il y a des choses qui peuvent arriver de là. Donc, intéressez-vous à comprendre les mécanismes des banques centrales. Intéressez-vous à comprendre d'abord les objectifs de la banque centrale avant de pouvoir négocier sur les marchés. Sinon, vous allez toujours être dans ce truc où je vais attendre une vidéo de mon trader préféré, de mon YouTuber préféré, de mon influenceur préféré, pour comprendre ce qui s'est passé. Et vous aurez toujours du retard. Vous aurez toujours un temps de retard. Vous aurez toujours une semaine de retard. Vous aurez toujours 2 semaines de retard. Pour avoir de l'avance et être là au bon moment, au bon endroit, vous devez comprendre les mécanismes d'une banque centrale. C'est tout pour moi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, passez une agréable journée ou soirée si vous m'entendez ça le soir. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en bio, dans la description, pardon. Dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir un rendez-vous et échanger avec moi pour voir ce qu'on peut faire ensemble. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un like, un commentaire. Et si vous avez des questions d'ailleurs, posez-la dans le commentaire. Je serai ravi de vous aider, de vous apporter mon expertise. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.